Cette émission est offerte en vidéo-description pour les personnes ayant une déficience visuelle. Je suis Sarah Buzel et en tant que journaliste chez Urbania, je cherche à comprendre les nouveaux phénomènes qui transforment nos sociétés. Avec mes collègues, on explore actuellement la nouvelle place occupée par certaines drogues à travers le pays. Même si leur nom nous semble peu familier, les benzodiazépines sont bien présentes au Canada, surtout cette longue pilule rectangulaire qu'on appelle le Xanax. Si on arrête de prendre un benzodiazépine de façon soudaine, ça peut amener jusqu'à des difficultés cardio-respiratoires qui pourraient même aller jusqu'à un décès. C'est une dépendance qui se crée très rapidement. Puis une fois qu'elle est créée, c'est très difficile de se débarrasser de ça. C'est la médication que personnellement je prescrirais le moins. Je viens de commencer mes recherches sur le Xanax et les benzodiazépines. J'aimerais savoir vos idées là-dessus. Quand je vous dis Xanax, qu'est-ce qui vous vient en tête? Moi, ça me fait penser à un ami qui est enseignant au secondaire puis me racontait à quel point c'était répandu chez ses élèves, que les effets étaient même assez puissants. Je trouve ça déroutant que ce soit dans les mains de la jeunesse parce que moi, à mon époque, quand j'étais adolescent, l'attrait pour les drogues pharmaceutiques, ça n'existait pas. Même affaire pour moi, là. Je suis plus vieux que toi, puis pour vrai, j'ai rien à dire sur le Xanax. Ça sonne vraiment pilule pour vieilles personnes névrosées. Puis comme parent, moi, j'ai vraiment aucunement l'impression que les jeunes consomment du Xanax. Mais pourtant, les rappeurs en parlent beaucoup dans leurs chansons, puis c'est bien imbriqué dans la culture populaire, dans les réseaux sociaux. Fait que j'ai l'impression que cette espèce de glorification-là, ça pourrait inciter les jeunes à en consommer. C'est quoi, ils trippent là-dessus? Ouais, t'as jamais entendu l'expression Xané? Non. OK, ça m'aide de vous entendre là-dessus. Je vais partir avec ça puis commencer mes recherches. Je vous reviens quand je vais avoir plus avancé. En attendant, Jean, est-ce que tu voulais nous montrer dans la photo? Avant de commencer, je souhaitais réviser les notions de base concernant ces substances. Le Xanax, c'est le nom commercial d'un médicament générique appelé alprazolam, qui appartient à la classe des benzodiazépines, des médicaments qu'on prescrit pour traiter les troubles anxieux. Ces substances anxiolytiques agissent sur le système nerveux central et réduisent l'activité neuronale, ce qui crée un effet calmant et sédatif. Parmi les autres benzodiazépines bien connues, on compte le Valium, l'Ativan et le Rivotril. C'est les médicaments psychotropes les plus prescrits au monde parce que s'ils sont utilisés de façon appropriée, ils sont sûrs et efficaces. Le Xanax doit être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé, généralement pour un usage occasionnel ou de courte durée. Juste en 2020, au Québec, ce sont près de 30 000 personnes à qui on en a prescrit. Ce sont les personnes de 70 ans et plus à qui on prescrit le plus de benzodiazépines. Ils représentent près de 50 % des ordonnances en 2019, alors que les moins de 34 ans en comptent environ 7 %. On rapporte également une forte présence des benzodiazépines dans les cocktails mortels de drogue de rue. En 2020, il était détecté dans environ 16 % des décès par surdose soupçonnés, alors qu'en 2021, ce nombre atteignait 50 %. En pharmacie, un comprimé de Xanax de 0,25 mg coûte environ 1 $, alors que dans la rue, le prix du comprimé varie entre 2 et 5 $. L'utilisation récréative et illégale de cette substance peu coûteuse gagne en popularité chez les jeunes. Pour correctement établir la place du Xanax et des benzodiazépines au sein de la jeunesse québécoise, je voulais rencontrer une sommité en la matière. Le docteur Nicolas Chady est pédiatre et chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie au CHU Sainte-Justine. À son hôpital, il s'occupe fréquemment d'adolescents aux prises avec une dépendance aux benzodiazépines. Il est la référence en la matière au Québec.
Xanax, c'est le nom commercial pour l'alprazolam, qui est un type de benzodiazépine qui agit assez rapidement. Donc, il y a des effets à l'intérieur de quelques minutes. C'est une des raisons pourquoi c'est une substance qui est recherchée dans un contexte de consommation, parce qu'on la consomme puis on voit un effet pas très longtemps après. Notre cerveau contient plusieurs neurones et sur chaque neurone, il y a une panoplie de différents récepteurs. Les récepteurs vont accueillir les différentes substances qui sont en circulation dans le sang comme des hormones, mais aussi comme des substances qui pourraient être des médicaments ou des drogues. Et puis donc, une fois qu'une drogue va se lier au récepteur GABA, comme c'est le cas avec les benzodiazépines, ce récepteur-là va activer une cascade dans le système nerveux, dans le cerveau, visant à apaiser, à faire un effet sédatif donc sur le cerveau et sur le corps humain. Et puis donc, si on le prend de façon prescrite, par exemple, si on est adulte, ça va pouvoir diminuer l'anxiété, possiblement aider le sommeil. Ce qu'on s'aperçoit chez les adolescents, c'est que c'est quelque chose qui peut vite mener à une dépendance. On sait que les taux d'utilisation des benzodiazépines au Canada ont environ doublé entre les années 2016, 2017 et 2019 jusqu'à aujourd'hui. Du moins de ce qu'on pense avec les données les plus récentes. On parle de chiffres qui sont passés d'à peu près 1 à 2 % plutôt vers le 3 % des adolescents qui disent avoir déjà consommé ces substances-là pour des fins non prescrites. Donc, c'est pas une substance que tous les ados consomment, mais c'est quelque chose qui se retrouve quand même dans les groupes sociaux, quelque chose qui n'est pas si rare. C'est un petit peu plus rare que la consommation, par exemple, de psychostimulants qui sont non prescrits, mais c'est plus commun, par exemple, que la consommation de cocaïne ou d'héroïne, par exemple. C'est sûr qu'il faut penser à la dépendance liée aux benzodiazépines en fonction de ce que c'est comme substance. On sait que 2 facteurs importants qui peuvent mener à une dépendance, c'est la rapidité puis l'intensité de l'action d'une substance sur le cerveau. Si ça agit très rapidement, très intensément sur le cerveau, ça va amener ce qu'on appelle une hormone de dopamine à être produite en grande quantité, ce qui va amener dans le moment un effet de plaisir ou d'euphorie, puis qu'une fois que ça va être apaisé, peut amener la personne à vouloir retrouver cette sensation-là. Puis là, peu à peu, on peut rentrer dans un cycle qui va mener à une dépendance en reconsommant la substance plusieurs fois. Tout adolescent a un cerveau qui est encore en développement, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones du cerveau qui vont continuer à prendre de la maturité. On pense aux zones du cerveau qui nous amènent à penser de façon abstraite, nous amènent à mémoriser, à bien réfléchir. Et bien, quand on consomme toute substance psychoactive à l'adolescence, il y a un impact sur le développement du cerveau. Quelles sont les zones du cerveau qui vont pouvoir continuer à bien se développer? Si on consomme beaucoup de benzodiazépines, comme si on consomme beaucoup de la majorité des substances, certaines zones du cerveau pourraient ne pas se développer au rythme où on s'attendrait. Il pourrait donc y avoir des conséquences à long terme. Il pourrait aussi y avoir un risque de développer évidemment une dépendance à cette substance-là, mais aussi de sensibiliser le cerveau à l'effet de d'autres substances et de fragiliser le cerveau à d'autres problèmes potentiellement de santé mentale à long terme. Donc, on le sait que l'utilisation de substances de façon intense à l'adolescence va augmenter les risques au fil de la vie de développer des problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété ou les problèmes psychotiques, par exemple. Si on arrête une consommation ou de prendre un benzodiazépine qui est prescrit de façon soudaine, le corps, le cerveau vont avoir une réaction qu'en termes médicaux on appelle sevrage, parce que le cerveau, le corps s'était habitué à avoir cette substance-là en circulation, et puis une fois que ce n'est plus là, les récepteurs deviennent vides. Donc, il y a une demande du cerveau, du corps, de retrouver cette substance-là. Et qu'est-ce que ça peut avoir l'air? Dans le moment, ça peut amener de l'irritabilité, de l'agitation, des problèmes au niveau du sommeil, mais ça peut être plus sérieux, plus grave lorsqu'on parle d'une consommation de benzodiazépine, par exemple, qui est régulière ou à un haut niveau. Il peut y avoir jusqu'à des réactions de convulsions et parfois, ça peut amener jusqu'à des difficultés cardio-respiratoires qui pourraient même aller jusqu'à un décès dans des cas sévères. Souvent, on va voir un sevrage qui est plus important lorsqu'on a consommé des plus grandes quantités sur une plus longue période de temps, mais on sait qu'avec les benzodiazépines, on peut développer un sevrage qui peut être assez sévère après une période même d'utilisation de quelques mois, ce qui n'est en fait pas si long. Donc, ce n'est pas recommandé si on consomme une grande quantité de benzodiazépines depuis longtemps d'arrêter tout d'un coup et de façon non supervisée. Ce
qu'on voit actuellement, et c'est probablement une des raisons pour laquelle les benzodiazépines sont en circulation au Québec et chez les ados, c'est qu'en fait, ça se fabrique de façon assez facile. Je ne suis pas chimiste, je ne connais pas les recettes pour le faire, mais à un coût relativement faible, on peut fabriquer des benzodiazépines qui sont soit des reproductions des benzodiazépines qui sont prescrits ou des dérivés, donc des variations de ce qui est prescrit. Et ça peut être fait de façon artisanale et puis ça peut être mis dans des comprimés qui sont ensuite vendus sur le marché noir de façon illégale. Et ça, c'est certain, ça peut amener des risques pour la santé. En 2021, en seulement 4 mois, le service de police de la Ville de Montréal a saisi près de 190 000 comprimés contrefaits de Xanax. Une très grande dose de benzodiazépine sans autre substance peut certainement mener à une surdose mortelle. Les effets sont assez puissants sur le système nerveux, sur le système cardiaque-respiratoire pour mener à un coma et peut-être même à la mort. Le risque de causer la mort augmente considérablement lorsque le Xanax est combiné avec d'autres dépresseurs du système nerveux central, comme l'alcool ou les opioïdes. Après plusieurs consommations d'alcool, même des doses de benzodiazépine relativement faibles peuvent être fatales. Parce qu'au niveau neuronal, pendant qu'une benzodiazépine inhibe les récepteurs GABA, l'alcool inhibe un autre mécanisme, les récepteurs NMDA. L'action combinée de ces deux mécanismes amplifie l'effet de sédation et mène rapidement à une dépression respiratoire, potentiellement mortelle. Si on sait qu'on a accès à une grande quantité de comprimés, par exemple, il faut faire très attention si on est dans une situation où on pourrait en consommer beaucoup sans le savoir, par exemple, ou de façon intentionnelle, parce que oui, ça peut avoir des conséquences très, très importantes. Ce n'est donc pas une légende urbaine. La popularité du Xanax et des benzodiazépines chez les jeunes est en augmentation. Une des raisons qui explique la nouvelle popularité du Xanax chez les jeunes, c'est sa présence dans la culture hip-hop et sur les réseaux sociaux. Depuis les années 2010, des rappeurs très populaires consomment la substance et en parlent dans leurs chansons. On pense à Lil Wayne, Future, Mac Miller, Wiz Khalifa ou même Drake. Le jeune rappeur Lil Xan a carrément choisi son nom de scène en fonction du Xanax, en plus d'intituler son premier album Total Xanarchy. L'artiste affirme avoir été dépendant au Xanax pendant 2 ans avant de réussir un sevrage. La drogue est maintenant ancrée dans la culture populaire. Cette normalisation de la substance peut amener les adolescents à percevoir la consommation de Xanax comme quelque chose de cool et à en banaliser les risques. Comme j'ai de la difficulté à saisir ce qui attire les jeunes vers une substance aussi puissante que le Xanax, je me suis rendue dans une école secondaire pour faire état de la situation. Je voulais rencontrer quelqu'un qui travaille directement avec les ados afin qu'il me raconte ce qui se passe sur le terrain. Salut Steve, ça va? Oui, Sarah? Oui, c'est ça. Rentre. Oui. Steve Cabana est éducateur spécialisé et intervenant en toxicomanie auprès des jeunes du secondaire. À partir de 2020, il a vu l'arrivée du Xanax et d'autres benzodiazépines entre les mains des jeunes et il a témoigné des conséquences catastrophiques de ces substances nouvellement à la mode. Comment on fait pour savoir qu'un jeune est sous l'effet du Xanax, mettons, à l'école? La réalité, c'est que tu pourras jamais regarder quelqu'un et dire « Ah, t'es sous l'effet du Xanax ». Mais il y a des symptômes, des choses qui vont nous amener à ça. La personne, elle est vraiment relaxe. Très relaxe. Trop relaxe. Et, oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est saoule, mais pourtant, elle sent pas l'alcool, elle est pas... Oh, elle tombe, elle peut perdre connaissance. Tu peux même avoir un arrêt respiratoire. Ça peut aller très loin, le Xanax, quand tu fais une très grosse consommation de Xanax. Moi, ma première fois que je l'avais eu, c'est quelqu'un qui n'avait pris de la rue. Et c'était la première fois qu'il en prenait de la rue. Donc, c'était pas nécessairement juste du Xanax qu'il y avait, mais l'effet que ça avait vraiment, c'était quelqu'un qui dormait, pas capable de le réveiller, pas capable de parler. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette personne-là, elle va bien aujourd'hui. Est-ce que tu as été témoin d'autres surdoses que celle-là? J'ai suivi un jeune qui a vraiment, lui, a fait une surdose vraiment importante. C'est arrivé à la maison et c'est la mère qui l'a trouvé, là. C'est une surdose très importante qu'il a faite. Il a resté plusieurs jours à l'hôpital, puis ça a nécessité aussi des soins là, vraiment de spécialistes pour l'aider à faire son sevrage. C'est une dépendance qui se crée très rapidement,
Puis une fois qu'elle est créée, c'est très, très, très difficile de se débarrasser de ça parce que c'est une dépendance psychologique, mais c'est une dépendance physique aussi. Souvent, le Xanax va être prescrit, mais sur une courte période, pas sur une longue période, pour justement essayer d'éviter ça. Fait que là, le Xanax, les jeunes, est-ce qu'ils en prennent plus à l'école, dans des parties? Le Xanax, c'est sûr que c'est un effet quand même assez immédiat. C'est un effet qui va être très euphorie, relaxant. Fait que je dirais que c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui est à la base très anxieux, il règle pas le problème, mais il met un plaster sur son problème. Et malheureusement, ces dernières années, les ados vivent de plus en plus d'anxiété. En 7 ans, la prévalence des troubles anxieux chez les élèves du secondaire est passée de 9 % à 17 %. Ce facteur coïncide avec la montée en popularité des benzodiazépines chez les jeunes. Un petit peu le problème qui part avec ça, c'est que des fois, dans certains parties, prendre une petite pilule, puis à ça, on va aller rajouter de l'alcool, on va aller rajouter de la marijuana, on va aller rajouter d'autres éléments, puis des fois, tu peux tomber inconscient. Et qu'est-ce qui peut arriver dans un party? S'il y a quelqu'un, des fois, qui est inconscient, c'est faux de croire que c'est des fois juste avec le GHB qu'une personne devient vulnérable ou qu'elle peut se faire agresser. Puis pourquoi je nomme ça, c'est que je l'ai déjà vu. Il est arrivé un party une fin de semaine et il y a du monde qui se sont ramassés vraiment inconscients. Et malheureusement, il n'y avait aucun parent, il n'y avait aucune supervision. Fait qu'il y aurait une fille qui aurait été victime d'agression sexuelle. Et là, elle a dit, pourtant, j'ai pas pris de GHB, mais avec un pas de recul, OK, mais qu'est-ce que tu as consommé? On m'a donné ci, on m'a donné... Ah, on t'a donné des choses. Oui, on t'a donné une bouteille. Est-ce qu'elle était ouverte ou c'est toi qui l'as ouverte, la bouteille? Je m'en rappelle pas. Il faut être très, très, très prudent. Surtout, les jeunes, souvent, vont se procurer du Xanax sur le marché noir. Fait qu'il faut faire très attention parce que c'est pas du vrai Xanax. C'est faux de croire que ce serait du Xanax. Les benzodiazépines peuvent projeter une illusion de sécurité parce qu'elles sont des substances pharmaceutiques permises légalement et prescrites par des médecins, contrairement aux drogues illicites. Par contre, il ne faut pas se leurrer, les benzodiazépines vendues sur le marché noir sont souvent de fabrication artisanale. Ainsi, leur composition et leurs effets sont hautement imprévisibles. Certains comprimés contrefaits de Xanax testés au Québec contenaient même du fentanyl, un opioïde 40 fois plus puissant que l'héroïne. Souvent, quelqu'un qui va consommer ou quelqu'un qui va créer un pattern de consommation, il peut avoir des choses qui sont sous-jacentes à ça. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement bien, puis il a trouvé qu'au moins quand il consomme, ça lui donne une pause de ses problèmes. Il y en a d'autres qui vont commencer à consommer simplement par plaisir, mais ils vont prendre d'autres que c'est pas à la base des consommateurs, mais l'influence des pairs, tout le monde sont à un party, tout le monde est sous, OK, je vais boire moi aussi, même si j'avais pas envie de boire. Fait que pour comprendre qui est l'individu qu'on a devant nous. C'est alarmiste, puis c'est pas réaliste de dire si tu prends du Xanax, tu tombes automatiquement dépendant et tu t'en tireras pas. Il y en a certaines personnes qui vont en consommer un peu, mais qui vont arrêter par eux-mêmes, un peu comme l'alcool ou la cigarette, ces choses-là. Mais souvent, t'as pas nécessairement le contrôle de ta consommation. C'est un petit peu ce que t'es, ton environnement, ce que tu es comme individu, qui va t'amener des fois où je vais devenir un plus grand consommateur ou non, je vais simplement moins consommer. Ou c'est pas pour moi, c'est pas une drogue qui me convient, fait que je consommerai pas, ou je vais essayer d'autres choses. Puis là, mettons les parents qui soupçonnent que leur jeune fait peut-être du Xanax, qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais de faire? La première chose, c'est d'ouvrir un pont de communication. S'il n'y a pas une communication, je pense pas qu'on va arriver à grand-chose. Puis là, quand je parle de communication, c'est pas de tabou. Je dis pas qu'il faut accompagner le jeune dans la consommation, mais il faut être réaliste. Hein? Est-ce que tu es dans l'interdiction ou est-ce que tu es dans faire peur? Si tu prends du Xanax, tu es sûr que tu vas mourir, tu es sûr que tu vas devenir dépendant? Ou tu aimes être réaliste dans la réduction, dans les méfaits? Si on communique, admettons, tu serais mon enfant puis tu m'arrêtes, tu dis j'ai un problème de Xanax, ça se peut très bien que j'ai pas de réponse pour toi. Ça se peut très bien que je te dise, c'est quoi du Xanax aussi? Ben oui, puis ça peut être déconcertant pour un parent aussi de se faire dire ça directement comme ça. Mais si je le fais, que je le reconnais à dire, hey, t'es mon enfant, je veux t'accompagner, mais je peux pas rien faire pour toi. On fait quoi dans ce temps-là? Au moins, on a ouvert un point de communication, tu peux te fier sur moi, moi, je vais essayer d'aller trouver de l'aide. Puis comme parent, on est un très mauvais intervenant avant nos enfants. On est un papa puis une maman avant d'être un intervenant avant nos enfants. Fait que c'est pour ça que si au moins on recueille l'information, on peut accompagner notre enfant là-dedans. On peut essayer de l'aider à trouver le numéro de téléphone et aller chercher de l'aide. Fait que si vous avez des drogues à essayer, peut-être l'essayer dans un endroit sécuritaire avec du monde que vous connaissez. Allez à un party, vous savez que vous êtes pour consommer.
peut-être être avec quelqu'un de confiance. Ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait être tout le temps de mise. Je dis pas comment consommer, c'est pas l'objectif non plus, mais je me mettrai pas en danger. On appelle ça des facteurs de protection. On va dire aux parents, mettons, je vais aller à tel endroit, je devrais arriver à telle heure. Si j'arrive pas à telle heure, je suis à tel endroit. Ben, merci beaucoup, Steve, d'avoir pris le temps de me parler. C'était super intéressant comme discussion. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Mais comme je dis tout le temps, c'est un travail d'équipe. Il y a du monde qui sont hyper spécialisés puis très bien formés pour accompagner. Je dois avouer être renversée par la dimension très imprévisible des expériences de Xanax qu'on m'a racontées. On l'avale en se croisant les doigts qu'elle soit pas contaminée par une substance plus puissante. Chose certaine, entre les mains des ados, le Xanax n'amène rien de bon. Maintenant, je veux savoir pourquoi les médecins continuent de prescrire ces substances malgré tous les risques qu'elles comportent. C'est dans les couloirs du département de psychiatrie que j'ai trouvé mes réponses. Fouad Saher est psychiatre et chef du département de psychiatrie au CIS de Laval. Dans sa pratique psychiatrique, il est appelé à prescrire des benzodiazépines pour venir en aide adéquatement à ses patients. J'essaie d'éviter les benzodiazépines de manière générale. Bien sûr, quand j'ai un patient qui est déjà sous benzo, je suis obligé de les represcrire et puis de voir dans quelle mesure je peux éventuellement amorcer un sevrage. C'est des médicaments qui sont très utiles, mais il faut les manier de façon parcimonieuse. Les années 60-70, c'était très fréquent. On entendait ça fréquemment. Les gens autour de moi prenaient les benzos, c'était comme... Mais on ne se rendait pas compte à quel point il y avait des effets secondaires au long cours. Mais le Xanax a pris, je pense, son essor plus dans les années 2010, 2000, et plus auprès des jeunes. Avant, c'était plus les gens d'un certain âge, actifs, anxieux, qui ont des problèmes de sommeil. Avec le développement de la pharmacologie, il y a eu d'autres molécules qui peuvent remplacer donc les benzos et le Xanax en particulier. Donc les gens qui s'intéressent à la question essaient donc d'éviter de prescrire ces médicaments. C'est sûr que je parle du Xanax, mais pour les autres molécules, on les utilise de façon très courante dans nos pratiques psychiatriques, surtout pendant les hospitalisations. Quand on doit donner cette molécule, il faut la prescrire de façon adéquate. Chez des personnes qui ne sont pas à risque de dépendance, de la prescrire pour une durée très courte ou ponctuelle selon les cas, et puis idéalement d'avoir une supervision rapprochée lorsqu'on prescrit ce genre de médicaments. C'est la médication que personnellement je prescrirais le moins. C'est une molécule qu'on continue quand même à prescrire pour des situations particulières, mais c'est là où des fois le dérapage se fait parce que ça aide le patient. Souvent, les patients reviennent, c'est une belle médication, ça aide, ça relaxe, donc ils en veulent davantage. Donc c'est d'où l'effet de tolérance, accoutumance qui peut être secondaire à ce genre de prescription, disons non supervisée ou non suivie. Chose importante peut-être à rappeler, c'est que les benzodiazépines ont plusieurs actions. On ne les donne pas seulement pour l'anxiété. Ils ont généralement 4 actions. Il y a l'action anxiolytique, il y a l'action sédative, donc ça aide pour le sommeil. Il y a une action myorelaxante, c'est-à-dire une relaxation musculaire, donc on peut le donner même des fois dans des lumbagos, dans des entorses lombaires quand les muscles sont très contractés. Et il y a une action anticonvulsivante, dans les cas de convulsions, qu'ils soient d'origine épileptique ou autre. Et puis en plus, c'est un dépresseur aussi cérébral, donc un dépresseur. Et aussi, à forte dose ou en dose importante, il peut être aussi un dépresseur au niveau respiratoire. Donc le danger de ces doses-là, parce que si on revient au Xanax, les posologies qu'on utilise en général, ce sont des posologies de 0.25, 0.50, 2-3 fois par jour pour ne pas tomber dans cette anxiété de rebond. Donc l'idée, c'est de le donner de façon ponctuelle. Et je crois qu'il y a comme une certaine prise de conscience anti-Xanax, ce qui est en fait une bonne chose, mais je pense qu'il y a un travail encore de fort à faire au niveau de la prévention et au niveau de la sensibilisation de la population et particulièrement les jeunes de 15 à 25 ans qui étaient les plus assidus à cette molécule.
En général, on essaie toujours d'éviter de donner des médicaments en moins de 18 ans parce qu'il n'y a pas d'études généralement chez les mineurs, donc d'études pharmacologiques, mais des fois on n'a pas le choix. Ce que je vois aussi auprès des patients chez qui on prescrit ces médicaments, Xanax ou autres benzos, c'est un effet de sensation de bien-être, donc de détente. Donc les anxieux, en général, ils se sentent beaucoup moins anxieux avec cette médication. Et je remarque que l'effet est comme un effet presque des fois euphorisant, donc les gens viennent redemander. Moi, j'ai plusieurs fois des patients qui viennent spécialement pour cette médication, qui veulent qu'on prescrive. Donc, ce sont ces effets bénéfiques que les gens recherchent. Bien sûr, il y a des effets secondaires importants quand il est associé à d'autres médicaments, comme l'alcool par exemple. Il y a des risques aussi de blackout, de chute chez les personnes âgées, d'amnésie antérograde, c'est-à-dire on ne se souvient plus de ce qu'on a fait pendant qu'on est sous l'effet de cette substance. Donc moi je me souviens, j'avais un patient qui avait même commis des délits, il ne se souvenait de rien parce qu'il avait consommé et de l'alcool et des benzos. On peut avoir des tremblements, de l'irritabilité. Quand je le prescris à l'hôpital, je sais que c'est sous contrôle, délivré par l'infirmière. Avant le congé, j'essaie déjà de faire un sevrage avant le congé, ou même si je le prescris après le congé, je le prescris pour une durée très très courte, d'une semaine ou 2, ou 3 maximum, et puis là j'arrête. Malgré les risques énormes de dépendance ou d'abus, les benzodiazépines, dont le Xanax, sont des outils essentiels entre les mains des médecins et des psychiatres. Et pendant que certains consommateurs les choisissent comme substance récréative, d'autres y voient une béquille pour supporter une souffrance beaucoup plus grande. Il faut en venir à l'évidence, dans une société de performance qui nous fait souvent sentir inadéquats, notre anxiété augmente et on cherche à s'engourdir pour éviter de ressentir les désagréments inhérents de l'existence humaine. En commençant par accorder une attention sincère à notre bien-être émotionnel, peut-être qu'on réduira plus facilement notre dépendance aux petites pilules. De Xanax comme quelque chose de cool et à en banaliser les risques. À chaud comme ça, je trouve ça frappant de constater à quel point les benzos ont bel et bien infiltré l'école secondaire, surtout considérant les dangers qui viennent avec. Puis ça m'étonne que les jeunes recherchent autant cet effet tranquillisant. Mais c'est vrai, puis moi, ce que j'ai préféré comprendre dans l'épisode, c'est les motivations des ados pour consommer du Xanax. La plupart des jeunes en prennent parce que c'est un effet de mode et ils se soucient pas du tout des dangers. Puis je trouve ça fou de comprendre que quand la mode va être finie, ils vont changer de drogue sans trop réfléchir. Non, puis j'avoue que maintenant que je sais que les jeunes en consomment, je vais peut-être avoir une petite discussion avec mon ado, l'avoir à l'œil là-dessus. J'avais pas vu ça du tout. Pour le reste, je trouve ça quand même rassurant de savoir qu'il existe des solutions moins risquées que le Xanax dans le milieu médical. Fait que merci pour ça, c'est très éclairant. Bon, ouais, c'est super bien fait, t'as bien.